Nous avons le plaisir, Cathy Choukroun et moi-même, d'accueillir dans ce studio aujourd'hui Georges Bensoussan. Georges Bensoussan, bonjour. Bonjour. Et nous avons le plaisir de vous accueillir ici. Vous êtes venu en Israël dans le cadre d'une tournée de conférences sur plusieurs sujets. On a parlé sur cette antenne, on a parlé des Juifs des pays arabes. C'est une conférence aussi que vous avez donnée à Jérusalem en particulier. Mais avec vous aujourd'hui, nous souhaiterions, Cathy et moi, revenir un peu sur ce qui se passe en France, ce qui s'est passé en France en particulier au cours des dernières années. Revenir sur votre procès. Votre procès est très retentissant, qui s'est terminé fin mai dernier avec une relaxe totale donc, de la part de la justice française à votre égard. Mais je voudrais avec vous, si vous le permettez, vous êtes historien, je ne crois pas qu'il est nécessaire de le rappeler, mais vous êtes historien de la Shoah. C'est important de le souligner parce que ça s'inscrit dans le contexte dans lequel tous vos ouvrages ont été rédigés et également ce qui s'est passé, votre procès s'est déroulé. C'est important de le souligner, mais je voudrais, si vous me permettez, revenir bien en arrière, c'est-à-dire en 2002, à cette époque où, on va dire, l'antisémitisme ressurgit. On est dans le contexte de l'intifada en Israël et de cet antisémitisme qui commence à surgir dans les banlieues en France. Et vous écrivez ce livre qui aura un retentissement important, Les territoires perdus de la République. Et ce livre décrit une réalité que personne véritablement ne voulait voir et que vous avez parfaitement analysé sur ce qui se passe dans les banlieues, cet antisémitisme présent, omniprésent qui existe dans les banlieues, en particulier même dans la jeunesse arabo-musulmane dans les banlieues. Et ce livre a un écho, peut-être pas suffisamment d'écho, et la question que je vous pose, parce que c'est une question qui, moi, m'interpelle depuis de nombreuses années, en particulier depuis que l'on a vu ce qui s'est passé en France au cours des 10 dernières années, avec l'assassinat d'Ilan Halimi, le massacre à Toulouse, l'hypercacher, Charlie Hebdo également, Nice, tous les attentats que la France a vécu et que la France a subi, et que la communauté juive à l'intérieur on va dire, de la France, de la République, a également subi. Une question, est-ce que si l'on avait tenu compte, si l'on avait pris peut-être plus au sérieux vos témoignages dans ce livre des territoires perdus de la République, peut-être que l'on aurait pu éviter, prendre les mesures en tout cas nécessaires pour éviter que des Mohamed Merah ne surgissent et commettent leurs méfaits? Ces données, je vous remercie, mais ces données peut-être trop d'importance au livre. Le livre, c'était simplement un recueil de témoignages. Dans le milieu enseignant uniquement, dans le milieu scolaire, ça n'allait pas au-delà. Et il a eu peu d'écho, en fait, le livre. Au début, durant les premières années, il a eu très peu d'écho. Et il a été surtout connu par son titre, que les gens ont repris. Chirac a repris. Chirac a repris un an et demi après. Plutôt que par son contenu, parce que d'emblée, il a été discrédité par la presse bien pensante, qui l'ont accusé de simplisme, de sociologisme primaire, mais nous n'étions pas des sociologues, nous n'avons jamais prétendu faire œuvre de sociologue. Nous étions des enseignants, 7 enseignants, et nous témoignions de ce que nous avions vu. Enfin, moi, je coordonnais les témoignages de 7 enseignants, point final, qui n'a aucun moment n'ont prétendu être des sociologues. Donc le livre ayant été discrédité d'emblée par la presse bien pensante, pendant longtemps il était jugé sulfureux, ce livre-là. Et il a connu un véritable regain de popularité, de célébrité. Il s'est énormément vendu après Charlie Hebdo. Oui. Il faut attendre 2015 pour que ce livre trouve véritablement son public. D'ailleurs, il a été repris par les éditions Pluriel, une maison qui dépend de Fayard, réédité en collection de poche. Et après Charlie Hebdo, évidemment, la situation n'étant pas la même, j'ai ajouté une postface d'une 40aine de pages. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre ce traumatisme pour que l'on comprenne, on essaye de retrouver les causes. Et en retrouvant les causes, c'était essayer de voir ce que vous aviez écrit à l'époque. Et en même temps, je dirais que du côté des autorités françaises, en particulier du renseignement, je suis convaincu que le renseignement français savait à quoi s'en tenir. Il n'a pas attendu les territoires perdus de la République, bien sûr que non. Souvenez-vous, en 1995,
Donc 20 ans avant Charlie Hebdo, il y avait l'affaire Khaled Kelkal. Exact. Khaled Kelkal, Lyon, c'était déjà la découverte des premiers réseaux islamistes, après les attentats de Saint-Michel, etc. Mais Khaled Kelkal, c'est un pur produit endogène, un pur produit français. Né en France, etc., élevé en France. Ce n'est pas des attentats commandités par le pouvoir algérien ou par l'extérieur, que ce soit l'Iran ou une autre puissance, peu importe. Donc le renseignement français était parfaitement au courant. La question n'est pas là. La question que vous posez est de savoir pourquoi est-ce que le pouvoir politique n'a pas pris les mesures qu'il fallait plus tôt. On a l'impression que la société française n'était pas prête à entendre ça et qu'il a fallu, bien sûr, ces 10 années à peu près pour digérer ces vérités que vous avez énoncées. Vous avez été aussi suivi par d'autres, je pense notamment au documentaire de Georges Benayoun sur Prof en territoire perdu de la République, qui reprend un peu, c'est comme qui rentre dans vos traces pour aller peut-être encore un petit peu plus loin. Et... Moi, si je vous dis, parce que peut-être en 2002, c'était un gouvernement de gauche, c'était Jospin, il y avait une volonté de tasser un peu tout ce qui... Oui, c'est vrai. Tout à fait juste. On était dans ce contexte. Oui, d'ailleurs, quand nous avons préparé le livre, nous étions en février 2002. Quand on a préparé le livre, il est sorti en novembre. On a demandé, enseignants que nous étions, au rue de Grenelle, ministère de l'Éducation nationale, qui était tenu à l'époque par un ministre de gauche, nous avons demandé des renseignements sur les incidents scolaires, en particulier à connotation antisémite, parce que c'est ça qui nous revenait en masse. Et ces incidents antisémites, un peu comme un tricot qu'on déroule, qu'on dévide, nous ont amené à voir beaucoup d'autres problèmes, dont le machisme, dont la ségrégation vis-à-vis des filles, dont la régression de la condition des jeunes filles, au collège, en particulier au collège d'ailleurs, plus qu'au lycée. Eh bien, du côté du ministère de l'Éducation nationale, tenu à l'époque par un ministre de gauche, ça a été le silence complet. En revanche, quand la droite est arrivée au pouvoir, et c'est le paradoxe, parce que nous étions tous des enseignants de gauche, nous avions toujours voté à gauche, et certains d'entre nous étaient des militants de gauche. Bon. Quand la droite est arrivée au pouvoir, c'est elle qui s'est intéressée au livre, et c'est l'une des responsables scolaires de la cellule scolaire de l'Élysée qui m'a téléphoné, disons, 6 mois après la sortie du livre, pour nous inviter à venir rencontrer les principaux responsables de la cellule scolaire de l'Élysée, puis ensuite l'un des responsables de la rue de Grenelle. Et finalement, quand, au bout d'un certain nombre de cogitations, la loi sur le voile à l'école a été votée, d'ailleurs, l'un de mes collègues des territoires perdus de la République et moi-même, nous avons été auditionnés par la commission Stasi. Quand la loi a enfin est passée, que Jacques Chirac l'a présentée devant les journalistes, etc., et ils nous ont invités, l'Élysée nous a invités, nous, toute l'équipe des territoires perdus, à venir assister à ce discours. Et Jacques Chirac nous a dit des petits mots, quelques mots gentils, tout à fait diplomatiques. Bon, voilà, c'était très aimable de sa part. Mais il faut vous dire la situation paradoxale de gens qui ont passé toute leur vie à militer à gauche et qui sont écoutés par un pouvoir de droite. Qu'est-ce qu'on ressent? On constate simplement que depuis longtemps, la gauche institutionnelle en France a trahi les classes populaires. Elle a trahi les véritables combats et elle a laissé, ce faisant d'ailleurs, le Front National progresser. Elle a sa responsabilité là-dedans. Énorme, aussi, parce que quand aujourd'hui on dit que la gauche française a abandonné le social au profit du sociétal, je rappelle qu'Éric Conan, qui était un très bon journaliste de Marianne, qui a pris sa retraite malheureusement, Éric Conan publie en 2004 « La gauche sans le peuple ». Quand on relit ce livre aujourd'hui, 14 ans après, il avait tout dit déjà. Il avait tout dit, simplement personne ne l'a entendu à l'époque. Personne n'a voulu l'entendre. La gauche a trahi les classes populaires et c'est là-dessus que Marine Le Pen, enfin que son père d'abord, puis elle ensuite, ont très largement prospéré. Parce qu'elle n'a pas voulu entendre que les questions identitaires et culturelles étaient des questions centrales tout autant que les questions sociales. Et que l'insécurité culturelle de gens qui avaient le sentiment de ne plus être chez eux, ça n'était pas quelque chose de honteux ou de tabou, ça n'était pas réactionnaire ou fasciste, c'était la réaction normale d'un individu qui n'a pas envie que son monde d'appartenance se défasse sous ses yeux. Mais c'est aussi lié à ce sentiment, on va dire, pan-européen, on va dire, dans lequel, eh bien, l'idée de la nation, l'idée d'un État souverain, c'est totalement effrité. Et à partir du moment où on accepte cette idée-là, eh bien, on est dans la démarche, je veux dire, on parle de l'Aquarius ces derniers jours, on est dans une démarche où chacun essaye de dire oui, nous allons accueillir ces migrants, Merkel accueille les migrants, tout le monde accueille les migrants, sans se préoccuper de savoir si véritablement ils veulent s'intégrer à l'État, nation ou non. Il est difficile.
c'est de savoir, quand on parle de l'opinion française, de la société française, de qui on parle. Parce qu'en fait, la société française, on ne l'entend pas. On entend la voix médiatique, la voix dominante des médias qui formate l'opinion. Par exemple, la voix des médias nous disait en 2015, fin 2015, après le Bataclan, que le projet de loi de François Hollande sur la déchéance de nationalité pour ceux qui étaient fichés S ou qui avaient commis des actes terroristes, que c'était une honte nationale, qu'on ne pouvait pas faire cela. Or, que disaient les sondages d'opinion ? Exactement le contraire. L'immense majorité de l'opinion française était favorable au contraire au projet de loi de François Hollande. Et c'était la même chose pour tout. L'Aquarius. Vous avez un discours médiatique formaté qui est engoncé dans la posture de la bien-pensance, c'est-à-dire nous sommes des gens bien, vertueux, nous aimons le bien, nous aimons l'autre. Évidemment, et nous l'accueillons, sauf que ce ne sont pas eux qui les accueillent, évidemment. Ces gens-là vont être accueillis dans les quartiers populaires, c'est donc les classes populaires qui devront les accueillir, pas les bourgeois du 6e arrondissement de Paris. Ceux-là se contentent d'aller au Café de Flore et d'avoir de très bons sentiments. Ils sont l'illustration même du fossé que Max Weber avait analysé il y a un siècle entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, c'est qu'effectivement, il faut ouvrir les frontières et accueillir tous les migrants, tous ceux qui fuient, pas seulement l'oppression politique, mais la misère. Mais l'éthique de responsabilité est la suivante. Si vous accueillez toute la misère du monde, vous provoquez l'implosion de vos sociétés. Je ne parle même pas de guerre civile. Je parle d'un effritement généralisé qui peut conduire à des affrontements terribles. Il faut donc tenir la balance égale entre les deux termes de l'équation. Si alors, est-ce que, Georges Bensoussan, vous avez été victime, vous pensez, de cet effritement de la société, notamment de la société française, lorsque vous avez été accusé, on va dire, d'attentat, d'incitation à la haine, d'islamophobie, bref, vous pensez que c'est le résultat de cette déliquescence un peu des... Mais là aussi, j'aurais du mal à dire la société française, parce que ce que révèlent toutes les enquêtes de terrain, ce que révèlent également tous les renseignements policiers, parce que quand on a fait une France soumise début 2017, on a rencontré des policiers, y compris un très haut responsable de la police nationale. Il y a un fossé. La France soumise, c'est un peu le deuxième tome des territoires perdus. Territoires perdus. C'est ce qui m'a été dit hier à I24. C'est pas faux sur le fond. Oui, c'est pas faux, c'est vrai. Même pas vu. Et quand on a fait une France soumise, on a vu, pas un fossé, mais un gouffre béant entre la France réelle, telle qu'elle se vit au jour le jour dans les villes, les grandes villes, les petites villes, les campagnes, etc., et le discours formaté profondément par une partie des médias et par l'université, par une partie de l'université également, qui n'a strictement rien à voir avec la réalité que vit le peuple français. C'est pour ça que je ne dirais pas que mon procès est le résultat d'un délitement de la société française. C'est le résultat, d'abord, de la stratégie judiciaire des islamistes, très intelligente, qui vise à nous harceler pour nous faire peur, pour nous intimider, donc nous faire taire. Ils sont tout à fait dans leur rôle. C'est la stratégie du gauchisme culturel dans sa stupidité, c'est ce qu'on appelle vraiment les idiots utiles, de ceux qui, demain, s'ils arrivent au pouvoir, les étrangleront. Parce que ce seront eux les premières victimes. Alors, on marche sur la tête. Franchement, c'est-à-dire qu'on a l'occasion de vous parler. Comment peut-on expliquer cette alliance contre nature, mais profondément pour des raisons de l'islamo-gauchisme aujourd'hui? Comment expliquer pour des raisons idéologiques des gens simples. comme Plenel se trouvent arrivent à non pas fricoter, mais même à partager Ramadan pour une raison idéologique simple. Il n'y a pas de l'antisémitisme là, d'antisémitisme primaire ici aussi? Je ne sais pas. Enfin, je vous dirai mon sentiment dans un instant là-dessus. Si on pose que depuis plusieurs décennies, une grande partie de la gauche française a abandonné les classes populaires, elle a abandonné le combat social sur le fond, qui est toujours pourtant là, l'exploitation, elle n'a pas disparu. La précarité en France, la pauvreté en France, elle est là, elle s'impose. Les vies de chiens que mènent un certain nombre de gens, elles sont là. Bon. Pour le côté sociétal, eh bien, avec cet abandon des classes populaires, qui ont été reléguées dans la beaufitude, disons, qualifiées pour beaucoup de Dupont-la-Joie, de racistes, de beaufs, de ploucs, etc., dès lors que les classes populaires ont été abandonnées, il a fallu trouver un prolétariat de substitution. C'est l'immigré. Et en particulier l'immigré arabo-musulman, parce qu'il est nombreux, d'abord. Pas seulement parce qu'il vient d'un monde qui a été colonisé, d'un monde qui a été opprimé. Et on part de cette idée simple, selon laquelle une victime, par définition, est innocente, et une victime, par définition, a tous les droits. Or, une victime
n'est pas forcément innocente. On peut avoir été victime et en même temps oppresseur. On peut avoir été victime du racisme et en même temps être raciste. C'est comme si on disait que les juifs victimes du racisme antisémite étaient indemnisés contre le racisme. C'est la pire des stupidités. Je pourrais vous présenter des dizaines de juifs racistes autour de moi. C'est la même chose pour le monde arabo-musulman, qui a effectivement été dominé et colonisé, mais qui a été aussi un monde de dominateurs, d'oppresseurs, de ces minorités, en particulier de la minorité juive, mais pas seulement. Prenez les Coptes en Égypte, par exemple, les Assyro-Chaldéens en Irak. C'est ça, ces gens-là pourraient en raconter beaucoup sur l'oppression. Donc, cette idée simpliste du gauchisme qui a considéré, qui a pris un prolétariat de substitution à la place du prolétariat français indigène, je dirais ici, fait que de glissement en glissement, la figure de l'opprimé étant d'abord et avant tout celle du musulman, on a fini par considérer que l'islam était la religion des dominés, des prolétaires et des pauvres. Personne ne voit le contraste, le paradoxe qu'il peut y avoir entre cette volonté, par exemple, de soutenir une immigration qui est de par essence, pour beaucoup, hein, pas pour totalement, mais qui respecte la charia, qui respecte des lois qui violent la liberté de l'être humain. Je lisais que même dans votre procès, une témoin est venue amenée par le comité pour l'islamophobie avec une niqab ou une burqa. Non, un voile. Un voile. Et que, bon, finalement, elle a gardé ce voile même devant l'instance, enfin, la justice de la République. Ça ne dérange personne. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre... non, ça a été dit dans certains médias, ça a été dit. Par exemple, la présence de cette femme, au demeurant, le port du voile est interdit dans l'enceinte scolaire, pas dans l'enceinte de la justice. Donc elle avait parfaitement le droit de le porter. Non, ça a été dit, ça a été dénoncé. On ne peut pas penser que la société française est un bloc monolithique, pas du tout. Non, je pense qu'au contraire, les forces de la société française lucides sur les périls actuels d'un délitement de la nation et d'une implosion sociale sont majoritaires. Le problème, c'est que ça ne se traduit pas politiquement et ça ne se traduit pas médiatiquement. Ouais. Alors on a le sentiment finalement qu'on a un pays qui s'enfonce progressivement dans un déclin et ça nous fait à tous un immense chagrin. Alors en fait, ce n'est pas le cas. Juste pour revenir sur votre procès, parce que ça intéresse les gens qui nous écoutent, et puis c'est l'actualité brûlante, vous avez été relaxé définitivement le 24 mai dernier. Vous avez été accusé, en fait, vous en êtes arrivé là, vous avez été sous les feux, on va dire, de la justice, parce que vous avez paraphrasé une phrase de Smaïm Lacher. Ça paraît complètement incroyable, ahurissant. Ahurissant. Ça paraît... je ne peux même pas vous dire ce que je ressens parce que c'est complètement absurde. C'est l'absurde. Si vous voulez, les procès, parce qu'il y en a eu deux, sont un bon reflet de la dérive d'une partie des institutions. Parce que ce qui est grave dans ce procès, ce n'est pas que le CCIF m'ait poursuivi en justice. Il est dans son rôle. Que certaines associations antiracistes, dont l'antiracisme est totalement dévoyé, se soient complètement égarées à siéger sur le même banc que le CCIF, ça, on peut le déplorer. On n'est pas très étonné de la part du MRAP depuis très longtemps. On était plus étonné de la part de SOS Racisme et de la LICRA, bien sûr. Mais ce qui a été grave dans les deux procès, c'est que le parquet a suivi. Dans la première instance, il a suivi la plainte, le signalement exact qui a été déposé par le CCIF, et en deuxième instance, il a fait appel du jugement de première instance qui était, tout le monde l'a remarqué, ça a été dit plusieurs fois dans plusieurs médias d'ailleurs, très bien étayé. C'était l'un des jugements les plus intelligents qui nous a été donné de lire. Ça a été dit très souvent. On se demandait tous comment peut-on casser un pareil jugement. Eh bien, le parquet n'a pas hésité. Dans les 10 jours réglementaires, le parquet a fait appel. C'est ça qui est le fait le plus inquiétant, que le parquet fait appel. Ça veut dire que vous pensez que la justice est touchée aussi ? Mais bien sûr que la justice, enfin en tous les cas, ce pôle-là de la justice est touché. Le tribunal a finalement vous a relaxé. On ne peut pas globaliser la justice. Le tribunal 2 fois m'a relaxé. Je reviens simplement sur le mot relax définitive. Non, elle n'est pas définitive. Pourquoi ? Parce que le CCIF a décidé de se pourvoir en cassation. Et ce qui est intéressant sur la cassation, c'est que la présidente du tribunal a énoncé le jugement le 24 mai à 14h. Je donne cette précision aux auditeurs, vous allez comprendre pourquoi. Et à 16h, le CCIF publie un communiqué selon lequel il se pourvoyait en cassation. Or, quand on se pourvoit en cassation, c'est après avoir lu le jugement, parce qu'on y a décelé un vice de forme ou un vice de fond.
Or, le jugement n'était pas accessible à l'époque. Le jugement, la présidente nous l'a dit, j'étais témoin, j'étais présent au tribunal avec mon avocat et quelques amis. Vous nous faites encore plus peur, Georges Bensoussan. La présidente a dit, le jugement ne sera disponible demain que dans l'après-midi, autrement dit 24 heures plus tard. Donc personne n'avait lu le jugement, qui fait 8 pages, je l'ai dit tout à l'heure. Personne ne l'avait lu, ni nous. Donc ils se sont pourvus en cassation, soit par principe. Okay. Ils se sont pourvus en cassation par principe. Pourquoi ? Ça illustre l'idée selon laquelle ils poursuivent une stratégie judiciaire. Ils savent qu'ils vont perdre. Enfin, je l'espère profondément en cassation. Mais ça leur coûtera, on en parle. Ça leur coûtera de l'argent. Mais ils ont beaucoup d'argent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont de l'argent et ils ont aussi terrorisé, on va dire, bon nombre de personnes, mais malheureusement aussi dans la communauté juive. Voilà, c'est-à-dire, je voulais parler de votre déception par rapport au soutien que vous n'avez pas eu. Je pense que c'est la page la plus difficile dans toute cette histoire judiciaire qui dure depuis 2 ans et demi, c'est qu'un certain nombre de responsables juifs n'étaient pas au rendez-vous. C'est la page la plus dure. Et en même temps, comme je l'ai dit à Academ le 28 mai dernier, je n'étais pas tout à fait étonné parce que je suis historien, vous l'avez rappelé. Je connais quand même un peu l'histoire juive du 19e siècle français, entre autres parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'Alliance, les origines de l'Alliance. Et hélas, quand on travaille sur les origines de l'Alliance et qu'on lit Narcisse Leven ou qu'on lit André Chouraki ou des historiens plus contemporains sur l'Alliance, on constate que le consistoire, qui était la seule grande institution juive du 19e siècle, il n'y avait pas de CRIF et tout cela, a plusieurs fois abandonné des juifs en difficulté qui étaient pris dans des affaires politiques qui concernaient toute la communauté juive. Je voudrais rappeler une affaire. Il y a Dreyfus, vous avez raison de le dire. Il y a Dreyfus et le combat qui a été longtemps solitaire de Mathieu Dreyfus, le frère, et de Bernard Lazare. Et je rappelle que quand Bernard Lazare est mort en 1903, derrière son corbillard, il n'y avait pas de notables juifs. Ils ne sont pas venus, les notables israélites. Pourtant, c'est à Bernard Lazare et à Mathieu, bien sûr, qu'on doit la grâce du capitaine et ensuite sa réhabilitation en 1906. Mais avant l'affaire Dreyfus, qu'on connaît bien, il y avait l'affaire Isidore Cahen, que tout le monde a oublié. Mais je voudrais la rappeler d'un mot. Isidore Cahen est un professeur agrégé de philosophie, normalien, premier de sa promotion, nommé pour son premier poste en Vendée, dans un département ultra-catholique, tout le monde le sait. À peine est-il nommé en 1849 que l'évêque de Luçon, en Vendée, se plaint au ministre de l'Instruction publique pour lui dire « Comment pouvez-vous nommer un juif, d'abord un professeur de philosophie, et de surcroît juif, dans une région aussi dévote, aussi catholique ?» Que fait le ministère ? Il déplace Isidore Cahen, il le nomme à Tours professeur de littérature. Isidore Cahen, courageux, refuse la nomination. Il se tourne, lui et ses amis, futurs fondateurs de l'Alliance. Isidore Cahen fera partie des 17 fondateurs de l'Alliance. C'est l'un des 17. 11 ans plus tard, Isidore Cahen et ses camarades, ses amis, se tournent, intellectuels déjà avant que le mot existe, se tournent vers le consistoire pour leur demander de s'impliquer dans ce combat qui touche la communauté juive, car c'est une affaire d'antisémitisme. Le consistoire ne dit pas un mot. Pas un mot, il ne veut pas s'en mêler. 3 ans plus tard, même chose avec un agrégé d'histoire en Alsace, pour le même combat de type antisémite, et là encore, le consistoire se tait. Donc, à plusieurs reprises, le notable israélite... Alors là, je ne sais pas si dans le cas de votre affaire, il faut le préciser, parce qu'on a cité plusieurs fois le consistoire, je ne sais pas si... Non, pas du tout. Alors là, je précise. C'était des soutiens, on va dire, privés. Vous avez eu beaucoup de soutien privé des personnalités de la communauté. Je voudrais préciser. Voilà. C'est le consistoire de l'époque. Je l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo d'Academ qui a été censurée. Oui. Pas par Academ, pas par Academ, certainement pas. Je remercie les dirigeants d'Academ pour leur implication, leur engagement, leur courage. Non. La vidéo d'Academ a été censurée sur pression. De qui, je ne sais pas. De qui ? Je ne sais pas. Mais des pressions venues d'en haut, des menaces venues d'en haut. De la communauté juive. De la communauté juive et de personne d'autre. Qui fait que 36 heures après avoir été mise en ligne, la vidéo a été supprimée le 1er juin 2018. C'était une vidéo dans laquelle vous expliquiez l'affaire. C'était une vidéo dans laquelle j'expliquais l'affaire. J'avais été invité par Academ très gentiment à m'expliquer sur le procès, sur la relaxe, devant le journaliste Antoine Mercier. Ça s'était très bien passé, ils étaient très contents, très satisfaits, très bien. Et 36 heures après la mise en ligne, la vidéo a été supprimée par pression exercée sur le Fonds social. Ça veut dire qu'il y a en France aujourd'hui encore des pressions pour essayer de refléter une volonté de bien-pensant. C'est un phénomène unique dans l'histoire d'Academ d'abord. Et tous ceux qui sont aujourd'hui informés, beaucoup de gens sont informés de cette censure, qui est une censure incroyable en 2018, une censure en bonne et due forme, venue on ne sait pas d'où, mais de la communauté juive, je vous le redis, et de personne d'autre.
eh bien, on est confronté à une situation qui est sans égal. Alors, j'ai parlé du consistoire de l'époque. Le consistoire d'aujourd'hui, pas du tout. Le consistoire d'aujourd'hui m'a soutenu. C'est important de le souligner. Joël Mergui m'a soutenu. Le rabbin Chaim Corsia, le grand rabbin, Chaim Corsia m'a soutenu. Non, je parle de ces notables israélites. Et c'est ce mot-là, notable israélite, qui a valu la censure d'Acadème. Sachez-le. C'est ce mot-là. Ces notables israélites qui, pour des intérêts de place et des intérêts de caste et des intérêts de classe, cherchent d'abord et avant tout, non pas la défense de la rue juive, du judaïsme populaire, celui qui se prend des coups depuis 15 ans. C'est celui-là qui affronte l'antisémitisme au quotidien dans les cités, dans les banlieues, celui-là qui est obligé de migrer. Non, ce judaïsme-là, ce judaïsme de notable, tient d'abord à sa position sociale en France et à ne pas faire de vagues vis-à-vis du pouvoir. Surtout pas de vagues. Mais ça, je le redis, ne pas faire de vagues, quand vous étudiez l'histoire juive française au XIXe siècle, c'est le leitmotiv. Surtout pas de vagues. Mais le résultat, c'est qu'il y a forcément des gens qui prennent des coups. Et ces gens qui prennent les coups, c'est le judaïsme populaire, le judaïsme de la base. Alors justement, ces gens qui prennent des coups, on en voit débarquer beaucoup en Israël. Certains partent pour des raisons, on va dire, parce qu'ils sont victimes d'antisémitisme. Pas tous, ils sentent que le climat en France a changé et ils préfèrent vivre une autre vie ailleurs, ici en Israël. On aimerait savoir quelle est, votre position vis-à-vis d'Israël. On sait que vous avez signé l'appel de J. Cole. Et de savoir justement, parce que ce paradoxe, vous revendiquez un positionnement, on va dire, à gauche par rapport au conflit israélo-palestinien. Non, ni à gauche ni à droite. Non, pour moi, ce qui m'anime dans le conflit israélo-palestinien... Mais le fait de signer, par exemple, le manifeste de J. Cole, c'est de reconnaître le principe de 2 États pour 2 peuples. Et là aussi, on a le sentiment, quelque part, que il y a une forme de naïveté. C'est-à-dire que ce qui est valable, ce qui est extrêmement bien expliqué de votre part lorsque, sur le territoire français, eh bien, il n'est pas calqué dans une réalité proche-orientale ou israélienne. Justement, c'est parce que je pense ne pas être naïf que j'ai signé cet appel. Pourquoi ? Parce que pour avoir travaillé quand même très longtemps sur le sionisme, j'ai travaillé 5 ans pour mon histoire du sionisme, donc j'ai travaillé forcément sur le refus arabe. Et aujourd'hui, j'y travaille encore pour un autre livre en préparation. Bon. Et je suis convaincu de la durabilité du refus arabe. Je suis convaincu qu'il se passera longtemps avant que le monde arabe accepte l'existence d'Israël. Non pas de fait il l'accepte. Une partie des pays arabes ont signé, la Jordanie et l'Égypte ont signé. De fait, il accepte, comme moi j'accepte que cette table existe. Oui. Mais la légitimité d'une présence juive sur cette terre, jamais. Jamais et pendant des temps et des temps encore à venir. Je peux vous le confirmer pour l'avoir entendu de la part de leaders de l'OLP. Bien sûr. Quand ils ont le courage de le dire, ils le disent. Mais je n'ai aucune illusion là-dessus. Aucune illusion. Donc je suis le contraire d'un naïf là-dessus. Je ne crois absolument pas à une paix durable, une paix des cœurs et des consciences. C'est donc pourquoi je pense qu'il faut séparer les populations. Ah, mais séparer les populations, c'est un slogan qui est celui de la gauche israélienne aujourd'hui, d'une petite gauche israélienne aujourd'hui. Mais c'est quelque chose d'irréalisable, on le sait, on le voit. Il vous suffit de vous promener à Jérusalem ou de vous promener à l'hôpital Hadassah. Je crains que ce soit irréalisable. Vous avez raison. Je crains que ce soit irréalisable. Mais vous savez, c'est pas parce qu'il y a un problème qui dure qu'il y a une solution. Il est tout à fait possible qu'il n'y ait aucune solution à ce problème. Oui, ça, je pense. Je suis d'accord. Je pense qu'il n'y a pas de solution. Certains disent, pour essayer de vous mettre d'accord tous les deux, ça ne va pas être simple, mais certains disent qu'il n'y aura pas d'État palestinien et que, de toute façon, dans la réalité, malgré la séparation des populations, il y a des endroits où il y a déjà une coopération, il y a déjà... certains vivent déjà ensemble. On partage les mêmes routes dans les territoires. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui sont partagées. Alors, la naïveté, elle est de ce côté-là. Okay. Elle est de ce côté-là parce qu'elle est de penser que par l'élévation du niveau économique, les aspirations nationales palestiniennes ou arabo-palestiniennes, comme vous voudrez, finiront par s'éteindre d'elles-mêmes. C'est une énorme naïveté que la population française d'Algérie avait nourrie à l'égard de la population musulmane d'Algérie. Jamais, à aucun moment, le niveau de vie, quel qu'il soit, n'effacera l'aspiration nationale d'un peuple. Jamais. Mais pourtant, il y a beaucoup d'Arabes israéliens, donc avec la Théodat Zéhout israélienne, qui, eux, crient haut et fort qu'ils veulent continuer de vivre dans un État juif. Mais parce qu'ils sont lucides.
Voilà, alors... Parce qu'ils sont lucides, parce qu'ils savent qu'ici, il y a une démocratie, parce qu'il y a un État social qui est quand même avancé, même si c'est très loin de l'État social français. Il y a quand même, malgré tout, quand même une protection sociale en Israël. Il y a une démocratie, il y a des droits, il y a des députés arabes, il y a un niveau de vie qui est incomparablement supérieur à celui qu'ils auraient aujourd'hui en Jordanie ou en Égypte, encore pire. Mais pour autant, est-ce qu'ils acceptent le caractère juif de l'État ? Je ne crois pas. Non, d'ailleurs, c'est l'argument choc de Netanyahou. Non, mais je les comprends tout à fait. On peut difficilement demander à un peuple qui a le sentiment profond qu'il a été dépossédé de sa patrie d'aimer la patrie de remplacement. Il faut être... Et c'est là, justement, qu'il y a naïveté de penser qu'un jour, il peut y avoir une véritable paix des cœurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que dans la réalité d'Israël aujourd'hui, il y a le même type de problématique ? C'est-à-dire, dans la réalité du conflit israélo-palestinien, il y a le même type de problématique que l'on connaît en France aujourd'hui. Non, c'est-à-dire avec une radicalisation de l'islam et une radicalisation qui et on va dire une centralité de l'aspect religieux. Alors, il y a un point commun, bien sûr, c'est que la radicalisation de l'islam, je reprends les mots que vous avez employés, la radicalisation de l'islam, oui, on la retrouve ici ou là. C'est là. Donc, quand Pierre-André Taguieff parle d'un islam mondialisé et d'un antisémitisme islamisé mondialisé, il a tout à fait raison. C'est à l'échelle mondiale qu'il faut envisager ces phénomènes. C'est tout à fait juste. Et en même temps, les problématiques sont très différentes entre l'islam de France, les islams de France, l'islam ici en Israël, qui est un islam sunnite pour l'essentiel, avec sa coloration nationale ou nationaliste, comme on voudra, sont des situations quand même très, très largement différentes. Il y a en revanche des points communs qui sont quand même assez troublants. C'est le fait que si on fait de l'anthropologie, de l'histoire culturelle, qui n'est pas du racisme, contrairement à ce que voudrait nous faire croire toute une partie de la gauche française, par exemple. Si on fait de l'anthropologie culturelle, alors on comprend que le refus arabe de la légitimité juive est quelque chose de durable, le refus arabo-musulman, est quelque chose de durable. Et que ce refus, de la même manière, a le même, on va dire, le même effet qu'il a aujourd'hui en France, après en particulier les attentats terroristes, un retour vers une forme de nationalisme. Oui, bien sûr. Bien évidemment. Et qui renforce, par exemple, la droite israélienne aujourd'hui. Oui, bien sûr. Comme elle renforce la droite en France aujourd'hui, ou une forme d'expression nationaliste ou patriotique que l'on ne connaissait pas avant. Il y a un phénomène, il y a un fait central dans l'existence de l'État d'Israël au quotidien qui sépare totalement la situation israélienne de la situation française, c'est la question de la sécurité. Ouais. Ce pays est menacé de mort en permanence par des ennemis qui veulent sa mort. Alors on peut toujours s'extasier sur la grandeur de l'armée israélienne, sur sa force, sa puissance, et heureusement d'ailleurs, parce que sans cette armée, l'État n'existerait plus. Bon, tout le monde le sait. Mais la France n'est pas dans cette situation. Ici, c'est un État qui est menacé de mort par des voisins, proches ou lointains. C'est pourquoi les situations ne sont pas du tout les mêmes. Elles sont fondamentalement différentes. Et en même temps, il y a des points communs qui peuvent être très troublants, et ne serait-ce que le fossé entre un Israël profond et une petite caste médiatique et intellectuelle, à l'université en particulier, oui, très largement formée. Elle existe aussi ici, aux cultural studies américaines et au multiculturalisme américain qui existe ici en Israël et qui donne une image complètement déformée du pays. Allez, une dernière question, Cathy. Justement, puisqu'on parlait d'Israël, on a parlé du fait que vous avez été lâché par les élites, que vous avez... Une partie. Ok, une partie. Non, c'est important. C'est très important. On sait que ça vous a aussi coûté votre poste au mémorial de la Shoah. Quel sentiment, je sais que vous n'avez pas les questions personnelles, mais quel sentiment, vous avez dû passer par des états d'âme totalement différents. Est-ce que vous avez justement pensé à une patrie de remplacement ? Est-ce que vous avez pensé à vous exiler, partir, je ne sais pas, aux États-Unis, en Israël, ailleurs ? Non, aux États-Unis, jamais. D'accord. Non, jamais. Surtout pas. C'est le dernier pays où j'irai. À titre personnel. Voilà. Non, pas à cause de Trump, pas du tout. Non, à titre personnel. Bon, bref, ce n'est pas notre sujet. Ouais. Laissons tomber les États-Unis. La tentation d'exil, oui, je l'ai eue. Je l'ai dit à la fin du premier procès, ce n'était pas une formule pour plaire au tribunal, c'est quelque chose que j'ai ressenti intimement devant le désaveu de ce pays, devant cet abandon lâche. Je ne parle pas de la communauté juive, mais devant cette atmosphère épouvantable de haine, parce qu'il fallait vivre les 11h30 qu'a duré le premier procès. Et entendre les 5 parties civiles, plus la procureure, c'est-à-dire 6 réquisitoires contre moi, pour vous imaginer quelle image je pouvais avoir de moi au terme des 2h30, ouais, des 2h30 de portrait au vitriol. Qu'effectivement, à ce moment-là, j'ai compris l'exil
des juifs allemands et des intellectuels allemands en général après 1933, je l'ai vécu intimement ce 25 janvier dans la salle de la 17e chambre du tribunal correctionnel. Et j'ai revécu aussi intimement, je l'ai dit dans un entretien récent au magazine Causeur, l'exil d'un Bernanos en 1938 au Brésil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous sentez que votre pays s'enfonce dans la veulerie et la lâcheté, vous avez tendance à aller voir ailleurs. Vous avez envie d'aller voir ailleurs, effectivement. Donc, plusieurs fois, oui, j'ai eu la tentation de l'exil. Et l'exil israélien. C'est pas un exil, Israël. Ouais, c'est ça. Ça n'est pas tout à fait un exil, et en même temps, c'est un exil. Parce que, à mon âge aujourd'hui, je sais que je ne deviendrai jamais un Israélien pur souche, si vous voulez. Je serai un Israélien d'adoption. Bon. Mais ça n'est pas vraiment un exil, d'autant que je connais le pays depuis que mes grands-parents y vivaient, venus du Maroc en 1956. Donc, c'est très ancien. Hein. Eh bien, Georges Bensoussan, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. On a parlé plus d'une demi-heure ensemble, c'était particulièrement passionnant. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à Cathy d'avoir été avec moi pour nous enrichir et bonne continuation, bonne chance dans la suite de votre carrière, où que vous soyez, et dans la recherche et dans la défense des droits. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt.